donc un long discours aux accents savants, mais quand même nous allons, par rapport à cette thématique, faire une petite élucidation conceptuelle pour que l'on puisse voir ensemble à quoi ou bien quel est le sens des mots comme enjeu d'abord, des mots comme défi, mais aussi le sens de employabilité. Avant de voir l'importance de l'employabilité et surtout donc, dans la commune de Richard Toll, voir par la suite la situation actuelle parce que nous tous nous savons qu'on est en crise de l'emploi des jeunes, que ce soit dans le monde d'une manière générale, mais aussi à Richard Toll. Voir aussi quelques enjeux, parce que quoi que l'on puisse dire, Richard Toll avec sa position, Richard Toll avec ses potentialités, nous tous, nous sommes conscients que nous pouvons aller très très loin avec ce que nous avons. Mais malheureusement, la faible prise en compte de la chaîne de valeur nous impose de nous questionner par rapport à la situation, mais aussi de revoir les tenants et les aboutissants qui font aujourd'hui que nous peinons réellement à accéder à un stade satisfaisant. Donc par rapport à cela aussi, il nous faut poser quelques questions qui seront d'ailleurs des interrogations phares de notre exposé, mais aussi proposer avec vous, bien sûr, quelques solutions et dégager des perspectives. Comme vous l'avez tous compris, aujourd'hui, on parle de nouvelles perspectives, donc de création d'emplois, donc de l'auto-emploi, etc. Donc, sans plus tarder, comme que le doyen m'a permis d'avancer, je dirais que la notion d'enjeu donc, est définie par le dictionnaire Le Robert comme ce que l'on peut gagner ou perdre. Donc, c'est comme dans une compétition, c'est comme donc, dans une entreprise, on vous dit que cette chose, on peut ou on peut ne pas gagner. En quelque sorte, vous qui êtes dans cette salle, lorsque vous étiez en classe de terminale, c'était quoi l'enjeu, en quelque sorte? Il y avait quelque chose, oui? Absolument. Donc, il faut essayer de comprendre par rapport donc, à cette notion que lorsque l'on parle d'enjeu, en quelque sorte, c'est ce que l'on peut gagner ou perdre en même temps. Maintenant, cela va dépendre forcément de l'usage. Cela va dépendre donc des efforts que chaque personne ou chaque collectivité va fournir pour, en tout cas, utiliser à bon escient donc, la situation donnée. Donc, en quelque sorte, l'enjeu, retenez bien que c'est ce que l'on risque dans un jeu, par exemple. Mais qu'entend-on par défi, en quelque sorte? Lorsqu'on parle de défi, le mot renvoie à une invitation au combat. Des fois, vous entendez donc, dire que cette personne a défié telle personne. Donc, c'est le fait de provoquer quelque chose ou quelqu'un en le déclarant incapable donc, de réussir. Et donc, dans ce sens, lorsqu'on défie quelque chose, lorsqu'on a un défi à relever, il y a lieu de se battre, de prendre ses dispositions et de tout faire pour avoir donc gain de cause par rapport à cette telle situation. Et je pense bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentement dans cette salle, c'est ce qu'ils ont fait par rapport donc au baccalauréat. Ils ont défié et ils ont réussi. Et donc nous vous disons félicitations par rapport à cela. Donc pour en revenir à la notion d'employabilité, en tout cas, il faut savoir que la notion d'employabilité est très, très, très importante, mais très vaste. Donc, c'est une notion qui a plusieurs significations. Comme vous l'avez sûrement compris en philosophie, donc il y a plusieurs pensées. C'est la même chose par rapport à cette notion qui est plus ou moins fondamentalement entendue comme la capacité à être employé. Mais aussi, elle constitue donc dans les politiques d'emploi et dans l'insertion professionnelle, donc un fondement très, très, très important. Parce que l'intérêt du concept réside dans sa dimension systémique.
dans sa dimension systémique et mixte. Parce que quoi que l'on puisse dire, si certaines personnes, donc des individuels ou bien des organisationnels, ou même bon, dans le marché du travail, on cherche incessamment à avoir donc l'adéquation en termes d'offres et de demandes, en termes d'emploi. Mais aujourd'hui, la majeure partie du temps, on pense que lorsqu'on parle d'employabilité, c'est la recherche donc de travail décent pour la jeunesse notamment. Mais rassurez-vous, certes, cette question elle est importante, mais la notion d'employabilité est beaucoup plus large. Parce que quoi que l'on puisse dire, elle englobe ceux qui recherchent de l'emploi, donc la dimension recherche d'emploi, mais aussi va plus loin par rapport donc à la sécurité de tout ce qui touche donc l'emploi des jeunes, l'emploi des travailleurs, donc que ce soit les travailleurs, l'employeur en quelque sorte, celui qui emploie, les sociétés, les entreprises, les partenaires. Donc toutes les personnes doivent prendre en considération cette dimension qui est en tout cas plus ou moins importante donc, dans ce qu'on appelle le marché du travail. Donc l'employabilité, toujours pour en venir à son importance, est une très vaste question qui intéresse tout le monde, que ce soit les employeurs, les travailleurs, les chômeurs, les étudiants, les élèves, etc. Il y a des petites et moyennes entreprises, mais aussi il y a des unités de transformation industrielle. Et quoi que l'on puisse dire, la majeure partie du temps, les recrutements, plus ou moins, sont basés sur des critères qui ne sont pas objectifs, sur des critères subjectifs. Je vais prendre cette personne parce que c'est l'ami de mon ami. Je vais recruter telle personne parce que c'est le fils, en tout cas, de telle personne, d'une haute personnalité. Et donc, cette manque d'objectivité fait de telle sorte que les personnes les mieux placées pour occuper telle ou telle fonction ne sont pas prises en considération. Et c'est une chose que donc, les sociétés doivent prendre en compte, essayer de revoir toutes les modalités de gestion des ressources humaines, parce que quoi que l'on puisse dire, c'est la condition sine qua non qui nous permettrait, nous à notre niveau aussi, d'avoir la chance, légitimement, comme nous, autres personnes, donc d'intégrer les structures. Il y a aussi donc les faibles recrutements. Comme vous le savez tous, ici, on parle d'exploitation. Là où 2 ou 3 personnes devraient travailler, on ne voit qu'une seule personne qui se surcharge avec des salaires minimes en quelque sorte. Et c'est plus ou moins regrettable dans la mesure où dans ce monde globalisé, avec la mondialisation, avec donc le développement des technologies, il y a lieu en tout cas de faciliter la tâche que doit faire chaque personne. Mais aussi, ce qui couronne le tout, c'est, comme je l'avais dit tantôt, à l'entame de mes propos, c'est la faible prise en compte de la chaîne de valeur. Parce que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, etc., dans tout domaine, il y a une faible prise en compte de la chaîne de valeur. Ce qui nous différencie avec les autres États notamment, c'est que par rapport donc au potentiel de chaque région géographique, de chaque espace, la majeure partie des autorités font de telle sorte qu'ils vont doter ces espaces-là de ce qu'on appelle des pôles de croissance. Et ce sont ces pôles de croissance qui vont booster l'économie de chaque région, mais aussi qui vont valoriser les ressources et permettre aux jeunes d'avoir donc des emplois les plus décents possibles. Mais cela n'est pas pris en compte. Et comme vous le savez tous, chaque régime politique, avec ses programmes d'agricole, avec ses programmes d'emploi, et nous tous, nous savons que l'État, en quelque sorte, ne peut pas du tic au tac créer plus de des milliers d'emplois. Ce que nous pouvons, et même à travers le consensus de Washington, il est dit que donc nos États ont privilégié en quelque sorte le partenariat public-privé au détriment de la fonction publique. Ce qui, en quelque sorte, crée ce qu'on appelle une économie extravertie,
en même temps aussi, donc, ce qui diminue en quelque sorte les nombres de recrutement dans les entreprises qui sont dirigées non pas par les Sénégalais, mais la majeure partie du temps par des étrangers. Mais aussi, lorsque l'on se base par rapport aux enjeux, il faut dire que l'atout principal que nous avons ici à Richard Toll, c'est la jeunesse. Quoi que l'on puisse dire, la jeunesse est là et constitue donc la main-d'œuvre qualifiée même, je dirais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont leur diplôme, qui ont leur qualification, mais qui ne sont là que pour donc regarder la situation, mais sans rien faire, en tout cas pour au moins gagner leur vie. Et c'est plus ou moins lamentable aussi. Donc la jeunesse constitue une main-d'œuvre et donc là où je parlais d'enjeu, c'est quelque chose que l'on peut gagner ou perdre. Aujourd'hui, c'est à nos autorités, mais c'est à nous-mêmes aussi de prendre notre responsabilité pour gagner en quelque sorte par rapport à cela. Parce qu'une jeunesse consciente, une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui fait de son mieux pour bâtir un monde meilleur est en tout cas une jeunesse formidable et une jeunesse donc, qui fera de son mieux pour diligenter tout problème. Mais au contraire, si la jeunesse aujourd'hui ne fait absolument rien, si la jeunesse est là que pour jouer, pour faire du n'importe quoi, forcément, il y a lieu de dire que le monde ne sera jamais donc en évolution. Et pour justifier cela, je dirais tout simplement que Martin Luther King disait, je cite, « Une nation qui produit de jour en jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. » Et c'est à nous, en tant que jeunes, de prendre notre responsabilité pour ne pas, en tout cas, précipiter cette mort spirituelle de notre patrie. Parce que, quoi que l'on puisse dire, ce sont les générations qui vont venir encore, même après nous, de prendre leurs responsabilités et de porter le flambeau. Et je pense que c'est seulement par rapport à cela que nous pouvons épouser donc, le développement tant cherché par nos prédécesseurs. Donc, au-delà de ça aussi, il y a la présence de quelques sociétés. Et c'est un atout. Donc, ce sont des enjeux, la présence de ces sociétés-là, des entreprises. Il y a la compagnie sucrière sénégalaise. Il y a la laiterie du berger. Ce sont des atouts. Pourquoi? Parce qu'on peut en gagner. Mais aussi, on peut en perdre si nous ne faisons absolument rien. Et dans ce cas-là aussi, ça tourne autour donc, de ce qu'on appelle la responsabilité individuelle ou collective. Mais aussi, au-delà de ça, on a des enjeux liés en tout cas à l'espace. Pourquoi? Parce que certes, comme on le dit souvent, l'économiste base ses théories, ses calculs, etc. Donc dans le cadre temporel, donc par rapport au temps. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que sans la valorisation des ressources que nous avons ici, à Richard Toll, nous ne pouvons pas accéder au développement. Et dans ce sens, il y a lieu de voir donc, tous les atouts que nous avons par rapport donc, à la disponibilité de l'eau. Parce que si vous entrez dans des autres localités, il n'y a même pas de l'eau douce. Et donc, la disponibilité donc, du fleuve Sénégal, c'est un atout majeur. C'est une chose que nous pouvons exploiter et en gagner davantage. Il y a aussi la disponibilité des terres. Parce que à Richard Toll, dans la vallée du fleuve Sénégal, plus précisément, il y a donc les terres arables. Et rien qu'en 2017, l'ANSD a pu donc sortir des statistiques disant que plus de 70% des terres ne sont pas exploitées dans la vallée du fleuve Sénégal. Et donc, ce sont des choses à prendre en compte. Et nous, à notre niveau, c'est à nous de réaliser cela. Il y a aussi la position géographique de Richard Toll. Parce que quoi que l'on puisse dire, c'est une ville qui est considérée même comme étant la troisième ville économique du Sénégal. La troisième ville économique du Sénégal. Ce n'est pas du tout rien. Maintenant, par rapport à la position géographique de Richard Toll, nous sommes dans une zone frontalière
avec la République donc démographique, islamique de Mauritanie. Il y a donc cette frontière qui nous sépare, mais je pense que c'est une chose très, très, très importante que nous devons prendre en considération juste pour faciliter notre développement. Et au regard de tous ces enjeux, les défis que je pense être en tout cas importants pour que nous puissions les relever, c'est d'abord par rapport au nombre de profils à recruter. Parce qu'il faut le dire, toute entreprise implantée dans une zone doit faire de son mieux pour permettre en tout cas, l'ensemble des personnes qui se trouvent dans cette zone d'avoir des emplois. Et donc, ce que moi, je voudrais, c'est que les sociétés qui sont présentement ici dans la vallée du fleuve Sénégal peuvent augmenter le nombre de profils à recruter. Et s'ils faisaient cela, ne serait-ce que pour quelques années, il y aura forcément plusieurs personnes qui seront donc dans les structures et qui pourraient continuer de tout faire pour gagner leur vie. Donc, l'accroissement du nombre de profils à recruter, c'est une chose à prendre en compte, mais aussi la mise en adéquation de l'offre à la demande en termes d'employabilité. Parce que le défi majeur, c'est ça. Dans le marché du travail, on cherche incessamment à avoir donc l'adéquation entre offre et demande. Et cela, donc, aujourd'hui, n'est pas donc une chose qui est gagnée d'avance, mais une chose donc qui reste en tout cas plus ou moins en déficit. Et c'est à nous, en tout cas, de prendre nos responsabilités. Donc, il nous faut la prise en compte de la chaîne de valeur, que ce soit dans le secteur donc, de la pêche, agricole, industrielle, etc. Parce que quoi que l'on puisse dire, sans cela, nous ne pouvons pas avoir donc, certains profils susceptibles d'être recrutés. Parce que vous voyez des formations très, très, très intéressantes donc, ici au Sénégal, mais vous savez nettement qu'après votre formation, vous ne pouvez pas travailler au Sénégal. Si vous voulez réussir dans ce que vous êtes en train de faire, il faut sortir. Et c'est ça, donc, le problème principal. Et donc, il faut prendre en compte cette chaîne de valeur pour augmenter les profils susceptibles d'être recrutés. Donc, je pense que il y a lieu quand même que je redonne la parole aux doyens, parce que la courtoisie, c'est laisser les autres parler, mais aussi dire tout simplement que par rapport aux perspectives, aujourd'hui, surtout avec la mondialisation, on parle de l'auto-emploi. On parle donc de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Et en tout cas, c'est une chose qui pourrait être donc une alternative très, très, très importante pour nous en tant que jeunes. Parce que l'action d'entreprendre, donc le fait de mener à bien un projet, ça pourrait faciliter l'employabilité. Parce que quoi que l'on puisse dire, ce sont les petites et moyennes entreprises, ce sont les unités de transformation qui, en tout cas, prennent en compte cet aspect-là. Parce que sans cela, on n'aurait pas donc un secteur industriel fort qui pourrait accueillir les générations à venir. Donc, l'entrepreneuriat, comme vous tous le savez, c'est la création de nouvelles entreprises par les jeunes Richard Tollois, avec l'accompagnement technique et financier des experts, autorités ou partenaires. C'est ça, en quelque sorte, donc, ce que je voulais dégager en perspective. Et sans tarder, je vais redonner la parole aux doyens pour qu'ils puissent, en tout cas, corriger mes erreurs, ainsi que donc faire de telle sorte que donc, la journée sera une réussite totale. Merci. Je crois que je n'ai pas eu besoin de vous le dire, étant donné que vous avez pu constater sa brillante exposé.
et surtout à travers l'élucidation conceptuelle, mais avant aussi de nous proposer des solutions et par la suite terminer avec des perspectives. Merci en tout cas Abou Issa pour cette brillante exposé. Aussi, je tenais à vous souligner que nous avons la présence de Sandjiri, un homme avec qui vraiment un brillant cerveau, avec qui j'ai eu le plaisir de partager également un panel à Bambey. Monsieur Sandjiri, bienvenue. L'autre aspect, il me semble que vu la douceur du climat, il est en train de vous bercer au point que vous avez oublié de prendre note. Mais sachez que, étant donné que vous allez bientôt fouler le monde universitaire, vous devez rompre avec ce fameux professeur pour épouser le marathon de la prise de notes. C'est tout à fait, c'est un impératif, en tout cas pour les universités ici présents. Donc à vous, nouveaux bacheliers, ayez commencé à prendre cette culture, à épouser cette culture de prise de notes, quoi. Parce que l'enseignement universitaire, quand même, donc c'est à peu près, donc c'est comme une formation autodidacte, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Ah oui, ça, je pense que à la limite de votre exposé, je dirais pas que, bref, tout a été dit. Juste peut-être que faire des rajouts. Et je pense que lorsque j'ai vu la thématique, j'ai pensé à l'ancien président Abdou Diouf lors de son premier adresse à la nation en 1981, lorsqu'il disait que le défi de l'emploi est si grave au point que les pays développés vivent avec des millions et des millions de chômeurs et mettent en pratique, grâce à leurs moyens, des systèmes considérables pour au moins régler cette question. Tandis que, à pareil moment, il y a les pays sous-développés ou bien les pays pauvres et très endettés comme le nôtre, à savoir le Sénégal, qui sont saisis jusqu'à la gorge par cette question d'employabilité. Juste pour vous dire à quel point l'insertion est devenue une grosse épine pour l'État. Je ne parle pas de l'Afrique, mais je parle du monde d'une manière générale, quoi. Allez en Amérique, allez en Europe, allez en Asie, tout le temps il y aura des chômeurs. Tout le temps, les gens feront face à cette question si épineuse dont les gouvernements essaient, vaille que vaille, pour une trouvaille de solution. Néanmoins, des efforts ont été consentis. Donc, c'est ce qui nous réunit ici. Toutefois, j'interviendrai, je pense que sur 3 axes. D'abord, en essayant de formuler des interrogations relatives qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène, c'est-à-dire les mots qui sous-tendent même la problématique de l'employabilité des jeunes, pour ensuite aussi parler de son impact sur notre vie quotidienne, avant d'en terminer par une déclinaison des pistes de réflexion relatives à cette question, encore une fois, si épineuse, qui est au bout des lèvres depuis belle lurette. Par rapport donc à la première interrogation relative, qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène? Étant donné que le sujet est très bien délimité, très bien confiné également donc dans le Wallo, notamment Richard Toll, mais quand même vous allez nous permettre de faire une petite digression, c'est-à-dire d'épouser au moins d'une manière générale, à savoir nous limiter par rapport à notre pays, c'est la moindre des choses. Parce que aussi on ne peut pas tout simplement parler de l'employabilité sans pour autant faire recours d'une manière générale, étant donné que il y a l'État qui est à la base de toutes choses. C'est l'État qui décline une politique d'employabilité. C'est l'État également donc, voilà, qui décline des politiques de développement. Les autorités locales ou bien les autorités territoriales ne font que suivre cette ligne gouvernementale. Donc, ce qui revient à dire, naturellement, il nous faut au moins faire cette digression, essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène par rapport aux politiques de développement qui ont été mises en place allant dans le cadre de résolver cette question d'employabilité. Et par rapport à ces politiques de développement, je pense que Abou Issa l'a fait mention, c'est-à-dire que cette inadéquation entre la formation et la demande et l'offre en quelque sorte qui est là. On a tendance à verser donc dans ce qu'on appelle le milieu de la recherche ou bien une formation généralisante. C'est-à-dire que Mamoudou Sow qui est là, il est diplômé peut-être en sciences politiques, mais voilà, concrètement, qu'est-ce qu'il peut nous apporter à part donc voilà des théories ou bien le verbe? Concrètement, il ne peut pas apporter grand-chose, juste peut-être formuler des analyses, formuler des théories, mais dans le cadre du travail, il n'a pas cette formation qui lui spécifie que tel domaine précis, il pourra y intervenir. En fait, c'est un peu le mal de notre pays. Cette inadéquation de la formation va se refléter naturellement sur l'offre qui est largement
déficitaire par rapport aussi, donc voilà, par rapport à la demande, quoi. Les entreprises, ils ont besoin des agents administratifs, ils ont besoin des comptables, ils ont besoin des fiscalistes, ils ont besoin des techniciens, ils ont besoin des ingénieurs. Et dans tout ce pactole-là, tout ce paquet, il y a également ce syndrome ou bien ce complexe du Sénégalais que non, man, bu mu toogul ci bureau, donc voilà, du ma dem ci àll bi. Non, non, loin de là. Quoi, naturellement, donc, toute personne qui a eu à faire des études, surtout donc des études avancées, des études universitaires, boo toogul ci bureau, bien douillé, une chaise bien douillée, bien climatisée, avec un mini ordinateur. Donc, c'est comme si, donc voilà, il y a ce qu'on appelle l'échec des études, quoi. J'espère que vous me suivez un peu. Ça se greffe par rapport à cette formation. Ce qui revient à dire que, en fait, cette formation, elle n'est pas du tout avantageuse pour une société qui veut s'engager sur la voie de l'émergence. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le monde du XXe siècle se différencie au moins de celui du XXIe siècle. Autrement dit, il faudrait que nos autorités puissent réfléchir en fonction de la demande d'emploi, la demande qui est là, qu'ils puissent avoir cette possibilité de recourir à ces offres de formation qui seront en parfaite corrélation par rapport à la demande des entreprises ou bien par rapport à la demande de l'État lui-même. Le cas de Richard Toll qui nous réunit ici, la formation professionnelle, elle n'a pas très bien perçue par les populations. Bon, centre de formation là, c'est nulard là. D'habitude, c'est ce qu'on dit. Man de privé la jangé, nulard d'un cas d'ach. Donc, il faut le dire quoi. Excusez-moi de greffer un peu le Wolof et le français. C'est juste que il nous dit que je pense que ce débat est devenu d'actualité, à savoir le mélange de la langue locale et aussi par rapport donc voilà à la langue officielle, quoi. Donc pour revenir à la thématique, demandez centre de formation parce qu'il est nul. Alors que loin de là, le centre de formation professionnelle permet de te professionnaliser dès le départ. C'est-à-dire se situer, avoir une compétence dans un quelconque domaine. Alors que le milieu universitaire te plonge dans un univers de la recherche. Tu es appelé à faire de la recherche, tu es appelé à la documentation, tu es appelé à faire des productions, mais non pas c'est-à-dire à être un technicien ou bien un ingénieur en un tel ou tel domaine. Il est certes évident qu'il y a aussi des concours, des écoles de formation destinées à cela, comme l'ISEP, comme ESP, comme EPT, etc., comme l'ISA. Ce sont des écoles d'ingénieurs, je peux dire. Mais quoi qu'on puisse dire, cette formation professionnelle constitue également un atout et qui pourrait peut-être contribuer à résorber, à résoudre cette question d'employabilité des jeunes. Mais malheureusement, encore une fois, le complexe sénégalais, le paradoxe sénégalais, parfois nous exige de ne pas s'aventurer sur ce terrain parce que quoi qu'on puisse dire, on est un peu en déficitaire par rapport aux réalités de la marche du monde, quoi, socio-culturel. Merci beaucoup. Troisième élément, si je peux dire, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle ou bien j'appellerais le déficit de la responsabilité sociétale de l'entreprise au niveau local, mais également l'exigence professionnelle, l'exigence donc voilà d'une expérience professionnelle. Le déficit de la RSE, c'est quoi? D'aucuns me diront non, la RSE, la CSS mingi jox donc voilà marabouillis, parfois lors des gamous, mingi appuyé certains, etc., etc. Mais c'est minime par rapport aux avantages et aux bénéfices qu'elle fait par an. C'est largement minime. Combien de jeunes sont diplômés aujourd'hui, mais qui peinent parfois à trouver une insertion au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise ou bien même d'Olima, ou bien même Sénéginja qui se trouve, je pense, à Man, si je ne me trompe pas. Donc, combien de jeunes? Et pourtant, ceux qui sont dans ces entreprises, je ne pense pas qu'ils sont beaucoup plus diplômés que nous. Je ne pense pas qu'ils sont également beaucoup plus outillés intellectuellement que aussi, donc voilà, en termes donc, de compétences que nous. Honnêtement parlant, peut-être donc voilà, il y aura une diversification des écoles. Naturellement, celui qui est sorti de la CESAC, tout comme, va se différencier de celui qui est sorti de l'ESM ou bien de la CIPDECO. Naturellement, parce que les écoles aussi diffèrent, ne serait-ce qu'en termes de ressources, mais aussi en termes de professeurs. Mais cela ne change en rien que ce manque de promotion des fils et filles des filles et fils de la localité constitue un véritable problème, quoi. Et certains aussi pensent que cela découlera de l'autorité.
Bien vrai que d'une certaine mesure, une part est imputable à l'autorité, mais retenons que la RSE n'est pas du ressort de l'autorité locale, en fait, quoi. La RSE est le ressort de la population. C'est à la population de se mettre ou bien de s'ériger en bouclier pour exiger à une entreprise qui est présente sur place de s'acquitter de la RSE. Et quand on parle de la RSE, résoudre ou bien employer les fils et filles du pays ou bien de la localité, voire même du terroir, constitue une obligation, une condition sine qua non avant de s'acquitter d'autres tâches comme la construction de postes de santé, la construction d'écoles, etc., etc., etc. Quatrième aspect, c'est ce que aussi j'appelle tout à l'heure l'exigence d'une expérience professionnelle ou bien d'une culture entrepreneuriale. Un membre qui a eu le bac depuis belle lurette, qui a fait l'université pendant presque 5 ans, 6 ans, qui est diplômé peut-être, donc voilà, qui a eu son master 2, et vous venez vous lui dire, donc voilà, quand tu ne fournis pas une expérience de 5 ans ou bien de 3 ans dans une quelconque entreprise, nous ne pouvons pas vous recruter. Mais pas le que pendant tout ce temps, donc voilà, il était à l'université. Pendant tout ce temps, il était confiné entre 4 murs en train d'apprendre des théories, donc voilà, des auteurs qui peut-être parfois ne connaissent même pas la réalité, donc voilà, de notre pays, de notre localité. Mais si vous lui dites donc de revenir avec une expérience professionnelle, naturellement vous le condamnez. Pas le que et ça revient donc voilà, ce que Abou disait tout à l'heure, ce recrutement par copinage, ce recrutement affectif quoi. Non, qui sama waay la, wala sama jarbaat la, sama tonton la, donc dem ko wara jël mu dugal, peu importe s'il est compétent ou pas, peu importe fekam. Alors que l'autre qui était à côté, il était là, dem na, jàngi na, ñëw na. Mais c'est à vous de lui donner cette chance par rapport donc voilà à son rayon, par rapport à son domaine d'activité. Si vous ne lui boostez pas, si vous ne lui donnez pas cette chance, donc c'est que vous le condamnez à se confiner dans cet univers, et ce qui forcément va avoir donc voilà des effets pervers par rapport à la société. Et je pense que le dernier point par rapport aux origines même de cet emploi, étant donné que la majeure partie a été listée par mon jeune frère Abou Issa, c'est cette absence de partenariat entre l'exécutif local et les entreprises présentes. Je pense que naturellement, vous n'êtes pas sans savoir que la municipalité, tout comme donc voilà, la CSS ne font pas vos ménages. Voilà. Bon, Doliment, je ne sais pas, on ne peut pas en dire autant. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a ce manque de collaboration ou bien ce manque de sincérité dans la collaboration entre l'exécutif et les entreprises donc, ici présentes. Néanmoins, je tâcherai de donner la parole à mon ami Sandjiri, qui également vous sera d'une très 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 grande utilité. Et cela, ça me fait moins l'ordre de dire. Maintenant, comme par rapport aux thématiques qui est les enjeux et défis de l'employabilité des jeunes, plus particulièrement dans la commune de Richard-Toll, est l'une des préoccupations majeures pratiquement dans tous les pays. Ce n'est pas simplement au Sénégal, mais c'est pratiquement dans le monde. Parce qu'il faut savoir que, comme on le dit en économie, toute crise économique mondiale impacte tous les pays du monde. Maintenant, quand il impacte les pays du monde, il va descendre au niveau local. Donc, Richard-Toll, comme Saint-Louis, comme Dagana, toute cette crise va impacter par rapport à ça. Donc, cette crise qui est purement économique va naturellement toucher l'emploi. Parce que, comme on le dit, l'emploi des jeunes est l'une des préoccupations majeures. Maintenant, par rapport aux enjeux, le panéliste l'a bien dégagé parce qu'il a parlé des problématiques, qu'il a parlé des choses qui sont à l'origine de ces problèmes. Maintenant, comme on le dit, il y a un chercheur qui disait que le problème de l'Afrique n'est pas le chômage, mais c'est le sous-emploi. Comme il l'a dit, quand on a besoin de 2 personnes, c'est 1000 personnes qui se présentent. Pourtant, si on avait besoin de 1000 emplois, est-ce que on aura besoin de on aura effectivement l'effectif qu'on aura besoin. Donc, cette problématique qui, par rapport à la santé, touche beaucoup de pays, ou bien touche beaucoup de localités. Maintenant, comme on le dit, hein, la commune de Richard-Toll fait partie des meilleures communes au niveau du Sénégal, du point de vue économique, du point de vue position géographique et du point de vue climatique.
Donc, par rapport à ces ressources qu'il a vraiment dégagées, ressources du point de vue agricole, du point de vue peut-être il n'a pas touché, du point de vue touristique qui peut être dégagé, qui peut générer beaucoup d'emplois, mais aussi du point de vue industriel. Parce qu'on me le dit, au Sénégal, la politique industrielle n'est pas très active. Parce que si la politique industrielle était très active, à Richard Toll, depuis 1980 jusqu'à maintenant, on ne s'arrête pas simplement à une seule grande compagnie. On aurait dû avoir plusieurs compagnies qui seraient installées et qui auraient permis de régler le problème de l'emploi des jeunes. Maintenant, l'autre aspect que peut-être que mes amis n'ont pas dégagé, maintenant, quand on parle d'employabilité des jeunes, on ne se limite pas simplement à ceux qui ont fait une formation professionnelle. Maintenant, on est jeune, on est à Richard Toll, on a le choix de faire de la mécanique, aller dans les ateliers mécaniques. Maintenant, quand on fait 3 ans, 4 ans, on devient fort, donc on a la compétence. Donc l'employabilité n'exclut pas celui qui a la compétence. Donc celui qui a la compétence par l'école est inclus, celui qui a la compétence par les ateliers est aussi inclus. Raison pour laquelle j'aurais bien aimé que vous invitez certains gens qui n'ont pas fait l'école, mais qui ont passé par les ateliers de formation, qui se sont formés et qui sont devenus des professionnels par rapport à leur milieu. Donc, ce thème aussi les concerne aussi par rapport à cette problématique. Donc, la problématique des jeunes ne concerne pas simplement les étudiants, mais concerne aussi toutes les couches de la société. Donc, tout le monde est inclus. Donc, comme on le dit, hein, par rapport à ces ressources qui sont disponibles par rapport à la commune, maintenant, l'autre aspect qu'ils ont dit aussi, que je suis parfaitement d'accord, c'est que comme ils ont vraiment taclé notre politique agricole, c'est lié à bien tacler mes politiques agricoles. Je dis mes politiques parce que j'ai fait toutes mes recherches dans l'agriculture, parce que c'est dans ce sens que j'ai fait ma thèse. C'est bon? Donc, il a car. Peut-être que je peux pas dire qu'il n'y a pas de politique agricole, mais je peux dire que les politiques agricoles ne donnent pas les résultats escomptés. Donc, les résultats que l'on attend ne sont pas bien clairs. Maintenant, comme on le dit, aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, il y a ce qu'on appelle le transfert de compétences. Maintenant, ce sont les collectivités locales qui prennent en charge le développement de leur propre collectivité. Maintenant, parmi les compétences transférées, il y a ce qu'on appelle jeunesse, loisirs et culture. Donc, c'est la collectivité en tant que telle qui doit, du point de vue économique, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autonomie financière ou bien l'autonomie économique, qui doit décliner ces points de développement. Maintenant, si la commune en tant que telle ne prend pas en compte cet aspect de l'employabilité, cet aspect d'investissement pour booster l'économie, parce que quand on booste l'économie, naturellement, il y a ce qu'on appelle les débouchés qui font sortir. Là, quand il y aura des débouchés, l'emploi va naturellement sortir et que les gens vont travailler. Ça va permettre de régler un certain nombre de problèmes. Maintenant, l'autre aspect à soulever, ils ont vraiment dit ça. Maintenant, comme on le dit, hein, dans le cadre du travail, il y a ce qu'on appelle un marché. Maintenant, quand on dit le marché, il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande. Maintenant, il y a les étudiants, il y a les gens qui ont fait les formations dans les ateliers, qui offrent ce qu'on appelle le travail. Maintenant, il y a les entreprises et d'autres qui sont demandeurs de travail. Maintenant, dans ce marché du travail, il y a aussi, comme ils l'ont dit, il y a la présence de l'État. Maintenant, il y a la présence de l'État. Quand on dit présence de l'État, on va aller vers l'autorité décentralisée parce que c'est l'autorité décentralisée à qui maintenant incombe le rôle de la politique de la collectivité. Maintenant, cette autorité devra mettre en place un environnement qui permettra de capter les ressources, un environnement qui permettra aux gens de venir investir dans cette collectivité pour permettre de dégager l'employabilité. Peut-être que des fois, dire que l'expérience c'est autre chose, mais aussi il y a ce qu'on appelle, il faut pas censé savoir que il y a la notion de productivité qui doit intervenir, parce que Abou a bien défini la notion d'employabilité en parlant que c'est le fait de chercher un emploi. Maintenant, l'autre problème, c'est de maintenir cet emploi. Parce que si je prends quelqu'un et qu'il ne peut rien me donner en revanche, donc c'est pas la peine que je continue à travailler avec eux. Donc je dois carrément faire sortir cet homme ou bien faire sortir
cette femme. Maintenant, dans ce sens, pour permettre vraiment l'employabilité, comme ils l'ont dit, c'est ce qu'on appelle l'adéquation. Il y a une adéquation entre l'offre, entre la formation professionnelle et la demande des entreprises. C'est ce qui est vraiment l'une des problématiques phares au niveau de nos localités. Maintenant, l'autre aspect que je décline tout le temps ou bien que je soutiens, c'est qu'à chaque fois, je dis que lorsque on ne nous donne pas d'emploi, mais c'est à nous d'aller prendre cet emploi. C'est à nous de faire de telle sorte que nous puissions aller récupérer ces emplois. Maintenant, comment récupérer ces emplois? C'est pas difficile. Peut-être que c'est pas facile ou bien c'est pas difficile. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat qui est là. Peut-être qu'à l'état actuel, avoir un travail, c'est très compliqué, mais on peut devenir un employeur nous-mêmes. Maintenant, 2 ou 3 jeunes peuvent s'organiser pour mettre en place une association ou bien mettre en place une GIE pour mettre en place votre propre entrepreneuriat. Il suffit de commencer, même avec 5 000 francs, on peut commencer un entrepreneuriat. Vous prenez l'exemple des gars de Sedima, Babacar Ngom, il dit qu'il a commencé avec une maigre ressource et maintenant il est devenu l'un des géants de l'économie au Sénégal. Donc c'est l'entrepreneuriat qu'on doit booster. Maintenant l'autre chose c'est que peut-être que le plaidoyer que je vais faire par rapport à ça, pour permettre aux gens vraiment de trouver de l'emploi, c'est de prendre les gens et de les amener et de les former vers l'entrepreneuriat. Parce que c'est pratiquement bon. Peut-être que, je ne sais pas, est-ce que j'ai pas aperçu ANPEJ à Khouma, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a? Il y en a. Bon, je pense que j'ai aperçu le tableau d'ANPEJ à Khouma. Hein. Je ne sais pas, les gens de Khouma, il n'y en a pas? Ouais. Ouais. Je pense qu'il y en a, hein. C'est récemment installé, parce que je l'ai aperçu en venant. Donc maintenant, il faut amener les gens à aller vers ces structures. Parce que ce sont ces structures qui vont vraiment les booster et les aider. Comme tu l'as dit, les politiques de l'emploi rapide, ça, ce sont des... Je dis pas, je mets entre guillemets, hein. Je dis entre guillemets, parce qu'en tant qu'économiste, on sait que l'emploi n'est pas une chose qui se décrète. Mais l'emploi, c'est un processus qui vient à son terme. Maintenant, l'autre chose, c'est que à chaque fois, je dis que la problématique de l'employabilité des jeunes, ce sont des responsabilités partagées. Le jeune en tant que tel a une part de responsabilité par rapport à ça, et aussi la collectivité où il habite a une part de responsabilité par rapport à ça, et aussi les industries qui sont installées dans cette collectivité ont aussi une part de responsabilité par rapport à ça. Maintenant, quand je viens à la responsabilité des jeunes, c'est que quand on parle de jeunes, on parle d'intégration. Quand on parle d'intégration, c'est l'intégration intellectuelle en tant que telle. Il faut savoir accepter d'aller apprendre pour avoir des compétences. Maintenant, quand vous apprenez, vous avez des compétences, il faut aussi accepter l'intégration professionnelle. Maintenant, comme on le dit, l'intégration professionnelle n'est pas progressive ou bien n'est pas tout de suite fait. Maintenant, il faut passer par des étapes. Il faut accepter de travailler peut-être en bénévolat, si possible, quelques mois ou bien pour avoir de l'expérience et vous percez dans le milieu et ça va venir. Maintenant, l'autre aspect, c'est que, comme ils ont bien dit, hein, maintenant, comment faire pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi? Ça, ce sont des problèmes qui sont fondamentaux et qui méritent réflexion, pas ici, mais réflexion du point de vue très global. Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup encore une fois donc, au collectif des étudiants de Richard Toll. Donc voilà, d'avoir cette belle initiative donc d'organiser cette journée d'échange. Donc voilà, et que je remercie aussi encore une fois donc les panélistes parce que vraiment donc vous avez assuré. Donc en tout cas moi j'ai bien pris note. Donc aussi je pense que le thème est d'actualité aussi, comme vous le voyez. Maintenant, bon, moi, peut-être, je vais juste
parler de deux choses. C'est-à-dire que si on parle de l'employabilité des jeunes, d'abord, donc, il y a ce qu'on appelle la formation, comme vous venez de le dire. Et quand on parle de formation aussi, donc, il y a la compétence. Et que, bon, il y a donc les nouveaux bacheliers qui sont actuellement parmi nous. Et que j'en profite pour les remercier et les féliciter aussi, donc, d'avoir vraiment parcouru donc, cette longue distance-là. Parce que, terminal aussi, quoi qu'on puisse dire, avec tous les problèmes que cette année, avec le coronavirus et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais félicitations et que bienvenue parmi nous aussi. Autre chose, c'est-à-dire qu'à l'université, donc, je pense que bon, le collectif des étudiants en a parlé hier donc, par rapport aux présentations des différentes formations. Voilà, donc, c'est-à-dire nous, actuellement, nous, étudiants, donc des fois, on se dit que si on est étudiant, donc on aime des fois le luxe et tout. Donc mon ami Sow en parlait. Et que, bon, il faut se mettre dans la tête aussi que les choses ont changé. Parce que jusque, bon, nous, on nous disait qu'autant, donc les écoles de formation, donc le jour des soutenances, des fois, vous voyez que les entreprises sont là, ils attendent que les étudiants terminent leur soutenance et qu'ils puissent donc les embaucher directement. Mais aujourd'hui, donc, on ne voit pas ça. Quelles sont les raisons? Parce que, bon, on voit que les choses ont changé, peut-être le monde a évolué. Et que si on voit aujourd'hui dans des écoles de formation où il y a donc une promotion de 15 étudiants, de 15 élèves, aujourd'hui on se retrouve à 100 ou bien à 80. Donc, je pense que ça pose problème. Et que, bon, sur les politiques de l'emploi des jeunes aussi, bon, on a dit qu'à chaque fois, bon, il y a les programmes de l'État qui sont là, donc qui visent à insérer les jeunes. Mais il faut comprendre une chose. Donc, prenons l'exemple de Richard Toll aujourd'hui. Donc, je pense que je pense que M. Chandiri l'a dit bien sûr. Depuis combien d'années, aujourd'hui, on se retrouve tout simplement avec la compagnie sucrière, peut-être la LDB est là, donc, et d'autres entreprises. Mais jusqu'à présent, donc, ces problèmes persistent. Et c'est quoi? C'est-à-dire que ces entreprises ne peuvent pas employer tous les diplômés. Et ça, il faut mettre ça donc, en tête aujourd'hui. Et que peut-être, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire les solutions sont là. Et que parmi ces solutions aussi, donc, il y a pas mieux que l'entrepreneuriat. Voilà. Donc ça, je vous le dis, parce que si vous voyez aujourd'hui, par rapport au changement donc, des programmes au niveau de l'enseignement supérieur, donc, il y a des modules qui sont spécifiques donc, à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Donc, peut-être nos autorités font ça parce que, bon, ils peuvent peut-être impliquer les gens davantage donc, sur les questions d'entreprendre, de création d'entreprise. Et peut-être qu'au niveau, si, bon, j'avais en quelque sorte, à chaque fois, j'emploie cette définition-là de l'entrepreneuriat qui dit que c'est en quelque sorte la poursuite d'une opportunité. Voilà, donc, que l'on a, parce que si on voit au niveau des Richard Toll, des fois, donc il y a pas mal d'opportunités qui sont là, donc à saisir, donc avoir une idée, donc, important. Parce qu'aussi, on ne peut pas prôner l'idée d'entreprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées, mais bon, au finish, ils ne sont pas arrivés au bout parce que peut-être ils n'ont pas l'expertise donc pour dérouler leurs activités, ou bien parce qu'ils ne sont pas bien outillés, donc peut-être pour continuer les activités et tout. Et que pour cela, bon, je pense que les programmes de l'État sont là pour accompagner les jeunes, donc de les former et aussi de les accompagner en financement.
Voilà, donc vraiment, c'est en quelque sorte des choses, des opportunités à saisir, vraiment pour davantage donc, régler ce problème-là, ce problème d'entrepreneuriat. Donc, je remercie encore une fois donc, les panélistes parce qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donc, ils ont déjà tout dit. Peut-être juste voilà. On essaie juste d'apporter donc quelques éléments donc à l'intérieur, mais c'est déjà bien. Donc, juste ça reste que nous disons farlo donc voilà, en tant que des jeunes Richard-Tollois, et surtout on essaie de s'entraider. Pourquoi pas même de créer un réseau des entreprises de ce cycle-là, à savoir la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui repose sur 8 points extrêmement fondamentaux, à savoir mesurer son impact environnemental, utiliser les technologies les plus propres, favoriser la diversité, fabriquer des produits et services verts, favoriser l'emploi local, ouverture au dialogue, lutte contre la corruption solide et pérenne. Donc, je pense que ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est le point où on doit s'accentuer, autant pour moi, et le fait de favoriser l'emploi local. Car quoi que l'on puisse dire, quoi que l'on puisse faire aussi, nous savons pertinemment qu'à Richard-Toll, pratiquement, nous avons des jeunes qui s'activent sur n'importe quel domaine, sur n'importe quelle filière. Et on a des preuves concrètes, on a aussi des gens qui sont là, qui sont tout à fait disponibles. Peut-être que, voilà, il n'y a pas eu cette ouverture par rapport à nos différents dirigeants, qu'ils soient politiques ou bien économiques au sein de la commune, mais force est de constater, force aussi est de savoir que les lendemains meilleurs de notre commune, les lendemains meilleurs de notre pays dépendent de nous. Et on doit s'y mettre dès à présent. Vous savez, j'ai l'habitude de taquiner en disant, et c'est une question que je pose au nouveau bachelier, d'après vous, quelle est la chose la plus difficile ici à Richard-Toll? Selon vous, quelle est la chose la plus difficile ici à Richard-Toll? De rester sans travail. En quelque sorte, c'est en parfait, voilà, vous avez un peu frôlé la réponse, mais c'est le fait d'obtenir même un stage. Je ne parle même pas d'emploi, stage. C'est la chose la plus difficile ici à Richard-Toll. Et pourtant, vous sortez ici au niveau de la mer, vous voyez que des jeunes Jakartaman diplômés. Donc, actuellement, nous avons mené un combat. Et pour chaque génération aussi, vous menez votre combat pendant un laps de temps bien défini. Actuellement, quel que soit Alpha, il y a un deadline dont nous devons nous arrêter. Et ce combat doit être mené par vous. Vous devez relever les défis. Vous devez continuer à mener le combat. Et quel est ce combat-là? C'est cette question de l'employabilité des jeunes, surtout de la commune de Richard-Toll. Parce que nous avons tout à Richard-Toll, mais malheureusement, on n'a rien. Nous avons tout à Richard-Toll, mais malheureusement, on n'a rien. Et lolo suma koy wax yaara dégg la laaj. Donc, je pense que nos panélistes ont tout dit. Je vais m'en arrêter là. Je voulais juste attirer votre attention par rapport à cela. Une fois de plus, mettez-vous en tête. Sachez que, ensemble, on a des défis, on a des combats à mener ensemble. Et je vous remercie une fois de plus. La problématique de l'employabilité n'est pas, d'une certaine manière, quelque chose qui n'est pas à vue, mais ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et c'est une question aussi qui continue d'exister et qui pose beaucoup de problèmes aux États en général et aux exécutifs locaux en particulier. Parler du contexte Richard-Tollois, je pense que, comme l'ont brossé les panélistes et les différents intervenants qui ont eu à se prononcer, c'est d'une certaine manière discourir sur deux critères à bien prendre en compte quand on parle d'employabilité. D'abord, on parle de la capacité des individus à avoir un emploi ou à être employable, quelque chose que mon jeune frère Abou Issa a bien sûr su répondre.
mais que voilà, il y a quelque chose aussi à prendre en compte, qui est l'aptitude de ces individus à garder leur emploi, ou bien l'aptitude de ces individus à aller à la recherche de l'emploi. Donc, une chose que les gens, les individus qui vont à la recherche de l'emploi, ou bien les individus susceptibles d'être employés, comme dans notre contexte, le sujet porte principalement sur l'employabilité des jeunes à Richard Toll. Donc, si on parle de ça, on dira carrément que les jeunes à Richard Toll doivent avoir un certain comportement, une certaine aptitude, une certaine attitude qui leur fera comprendre exactement que voilà, l'emploi en tant que tel ne s'obtient pas d'une façon très facile. Ils ont bien sûr parlé de l'aspect des exécutifs locaux, du rôle bien sûr de l'État, mais je vais en tant que sociologue m'investir un tout petit peu dans le sillage de Cheikh Tidiane Niang, qui consiste bien sûr à donner plus de sens à l'aspect socio-anthropologique, bien sûr, du terme employabilité et à l'aspect socio-anthropologique qu'on devrait avoir au niveau même de notre commune. Je vais dire qu'à Richard Toll, certaines choses doivent être prises en compte quand il s'agit de parler d'employabilité. Pour parler d'employabilité, pour ñu nekk di casse, nit ñi dañoo war a liggéey, dañoo war a am liggéey, il faut bien sûr que ces gens-là qui doivent être employés puissent bien sûr être employables. Il y a d'abord l'éducation, les stéréotypes et les réalités socio-anthropologiques qui doivent bien sûr être prises en compte. Le jeune, pour qu'il soit employable, je pense qu'il doit d'abord être disponible, sa responsabilité et prendre son destin en main. D'abord, ce sont des critères qui doivent exister chez la personne. Il y a aussi l'aspect aller à la recherche des informations relatives, comme les appels à candidature pour les postes vacants. Et je pense que ce sont des éléments qui doivent bien sûr être pris en compte quand on se dit que l'on doit être employé. Famara Sadiakou a l'habitude de dire, si nous partons faire des inspections au niveau de la nationale, on sort entre la gare routière et l'arrêt Demba Diallo, il y a 5 arrêts Jakarta. Il y a 5 arrêts Jakarta. Et la majorité de ces jeunes qui s'activent à ce qu'on appelle les motos Jakarta, cette majorité est constituée de jeunes diplômés. Mais quand on parle de jeunes diplômés, quand on dit carrément que les entreprises locales, dans leur sillage, doivent valoir à ce que, j'allais dire que ces entreprises locales doivent promouvoir l'emploi des jeunes issus de la commune, il faut bien sûr que même ces jeunes diplômés puissent bien sûr répondre aux normes qui peuvent être voilà, appelées par la CSS, par la laiterie du berger, par Vital ou encore par DBF. Il faut bien sûr que ces jeunes puissent bien sûr répondre à ces normes. Si nous partons des explications qui ont été données par le professeur Souleymane Bachir Diagne, le philosophe, il nous explique que le problème au Sénégal, c'est que la formation dans les universités publiques était instaurée dans le sillage de faire de sorte que ces jeunes, après formation, puissent intégrer la fonction publique. C'était comme intervention, des choses que je tenais vraiment à ajouter par rapport au brillant discours que mes frères ont vraiment eu à faire. Et au nom du collectif, je remercie tout le monde d'avoir fait le déplacement et de prendre part à cette rencontre de partage et d'échange. Aujourd'hui, je vois que, comme Cheikh Tidiane Niang l'a dit, que c'est la crème de Richard Toll ici présente. Parce que en face de moi, je vois des futurs cadres, je vois des futurs camarades très dégourdis et qui, d'une certaine manière, seront bien sûr les meilleurs de leur génération. Parce que si dans cette assistance, il y a 18 mentions bien, assez bien, venant du lycée de Richard Toll, ça dit vraiment
que c'est l'excellence qui est ici présente. Mais aussi, je partage la table avec des camarades, avec des anciens qui nous ont accompagnés et aujourd'hui, donc, partagent cette table avec nous et nous mettent sur le bon rail. Donc, franchement, je remercie au nom du collectif tout le monde et je félicite nos chers panélistes d'avoir, de s'être bien investis dans cette dynamique de permettre à Richard Toll, dans un cadre général, et aux acteurs du cadre éducatif dans un cadre particulier, de voir exactement ce qu'il s'agira de faire à travers les conseils, à travers les différentes filières qu'il faut embrasser et à travers aussi donc, ce qui va vous déterminer comme futur cadre et futur responsable de cette ville, notre très chère commune, Richard Toll, que nous aimons tant. mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mu ko jàng du wees na ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam doo doonul talibeem doo doon sëriñam waaw waaw jàngi leen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mu ko jàng du wees ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam doo doonul talibeem doo doon sëriñam ba nga xam ne jàngoo aani bee dandal nga ay halluwe amoo li jaasa yaa ngi soog a door bëgg a wote ponkalub docteur ko opéré mbakkanam jaare fa far ñu déclaré ko mort ñaata mi def nga nara lor bakkan mi nga nara far gëm naa ne dina tar sa boor wuyi woy ñaata mi def nga nara lor bakkan mi nga nara far gëm naa ne dina tar sa boor wuyi woy ik mo def fa yombul bëri na ñuy tandu te bu ñu xamul toujours ko nangu way wote lu ñu nekkul di mut yi ba sanku sankaale ñi leen def weru waay jàngi leen